Nous sommes ici à Paris, à l'Académie du climat, un lieu qui rappelle l'accord de Paris. C'était il y a 10 ans, à la COP 21, une prise de conscience de l'urgence climatique par les nations du monde entier, des engagements à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale, à s'en tenir à un objectif qui ne dépasse pas plus 1,5 degré. Ah ben ça y est, catastrophe. Ce dépassement a lieu. Le secrétaire général des Nations Unies le confirme devant l'Organisation météorologique mondiale. Alors comment faire face? Comment construire une coalition climat réaliste, pragmatique, efficace à l'échelle du monde? Nous en parlons avec le philosophe Pierre Charbonnier qui essaye de répondre stratégiquement à cette urgence. Bienvenue à l'échappée. Au XXIe siècle, toute politique est une politique climatique, car l'ordre économique, géopolitique et démocratique tient à la réponse qui sera apportée à l'épuisement du modèle de développement fossile, encore largement prédominant. Pierre Charbonnier, bienvenue à l'échappée. Ces lignes sont de vous au tout début de ce dernier livre, La coalition climat, travail, planète et politique au XXIe siècle. C'est un livre qui tombe à pic, dans un moment d'urgence et dans un moment d'actualité. Dans quelques jours va s'ouvrir à Belém, une ville de l'Amazonie brésilienne, au Brésil, donc la COP 30, cet événement mondial autour justement des politiques climatiques. Tout ça 10 ans après l'accord de Paris, qui avait été célébré comme un accord exceptionnel. Nous sommes ici à l'Académie du climat à Paris, qui en est né symboliquement, qui plante ce drapeau-là. Et cet accord de Paris, conscient de cette urgence, avait fait un engagement de toutes les nations à limiter en dessous de 2 degrés l'augmentation de la température moyenne mondiale. Et en fait, nous n'y sommes pas, puisque l'objectif idéal, c'était plus 1,5 degré. Il a été atteint l'an dernier. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, tout récemment, devant l'Organisation météorologique mondiale, a dit le dépassement de cette limite est inévitable. Donc nous sommes dans ce moment d'urgence, dans ce moment, vous le dites, existentiel. Et votre réponse, et on va essayer de détailler tout cela, est dans ce mot, coalition. Qu'est-ce que dit ce mot? Pourquoi choisir ce mot? La coalition climat contre ce que vous appelez la coalition carbone. Oui, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, effectivement. Pendant très longtemps, la question climatique est apparue comme un choc, comme un coup de théâtre qui impose au développement historique des sociétés une limite non négociable. Il y a un seuil, des seuils à partir desquels la stabilité sociale, politique, démocratique n'est plus possible, tellement on met sous contrainte notre milieu naturel. Donc il faut éviter de dépasser ce seuil. Le problème est que la construction politique, diplomatique de la question climatique, très souvent, c'est faite d'une manière telle qu'elle ne permet pas de rejoindre la réalité, on peut dire, immanente de la vie sociale, comment on travaille, comment on s'organise, comment on consomme, comment on produit. Et cet écart entre, on peut dire, la question climatique comme un enjeu absolu, universel, comme un choc de réalité, et ces choses extrêmement triviales qui organisent la vie sociale, cet écart persiste. Et quand je dis essayons de réfléchir en termes de groupes d'intérêts sociaux, de coalition, ce que je veux dire, c'est faisons en sorte que l'on soit capable de traduire cet impératif, encore une fois, qu'on peut considérer comme absolu, comme universel, et qui, par exemple, ferait l'objet de négociations diplomatiques, c'est-à-dire de négociations qui sont faites pour transcender les jalousies nationales. Faisons en sorte que, ça, c'est une chose, c'est très importante, mais faisons en sorte qu'on puisse aussi le coder dans le langage des conflits partisans, des conflits socio-économiques, des conflits technologiques, en quelque sorte faire atterrir un problème qui a l'air d'être absolu et transcendant sous la forme d'un problème relatif et immanent, si on veut le dire de manière un petit peu philosophique. Alors justement, je précise, vous êtes
précisément philosophe, vous êtes chercheur au CNRS et vous faites partie de disciples, je ne sais pas, parce que chacun a son chemin après, mais en tout cas, vous vous inscrivez dans le chemin tracé par le regretté Bruno Latour, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et en fait, cette réflexion philosophique qui essaye d'affronter, de prendre au corps cette urgence, essaye aussi de bousculer nos repères politiques traditionnels, où en fait on dit, dès qu'on parle climat, on pense écologie, on pense force politique de l'écologie. Vous montrez bien à un moment comment le climat n'est pas l'environnement, et vous allez nous l'expliquer. Et l'originalité de ce livre, je voudrais le souligner, c'est que vous confrontez cette démarche philosophique, parfois forcément un peu abstraite, un peu désincarnée, au regard d'acteurs. Il y a 4 interventions qui suivent votre livre, dont des activistes du climat, ou des hauts fonctionnaires, ou des spécialistes des politiques européennes qui réagissent sur votre livre. Alors, juste, commençons d'abord par la question de l'urgence. Et c'est un mot qui revient. Vous dites, en fait, on a changé de paradigme. Il ne s'agit pas simplement d'une sensibilité à telle ou telle question. Vous parlez de ce mot existentiel. Ça, c'est aussi ce que disait Bruno Latour en disant qu'il s'agit du terrestre, tout bêtement, du tout vivant du monde qui est en péril. Il y a une urgence existentielle. Et vous dites à un moment, c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, au fond, une politique, l'invention d'une politique se heurte à une urgence d'une horloge. D'ailleurs, on parle de l'horloge climatique, d'une horloge qui est là et qui bouscule, au fond, notre espèce. Notre espèce, elle est finie. Nous ne sommes pas éternels, quoi qu'en pensent aujourd'hui, justement, on va y revenir, certains protagonistes de la coalition carbone. Et du coup, il y a un court-termisme. Symboliquement, la COP va s'ouvrir au Brésil. Lula est président au Brésil, et au même moment où la COP s'ouvre, il annonce qu'il donne son feu vert au large de l'Amazonie à de nouvelles recherches pétrolières, donc d'énergie fossile, avec tous les risques déjà d'affaires de corruption, comme ça a eu lieu avec Petrobras déjà pour lui et pour sa formation politique. Donc nous sommes dans ce moment où le temps joue contre nous. Il y a effectivement une ambivalence dans le rapport au temps. D'un côté, il est vrai, il est factuel que la question climatique est une question à échéance et qu'en ce sens, elle diffère de, oui, effectivement, toutes les autres questions qui s'étaient imposées à l'humanité. C'est-à-dire que... Précisons, cette échéance, ça veut dire vraiment le vivant est en péril et notre espèce aussi. Dans le mouvement de conquête des droits humains, des droits sociaux, dans le mouvement, je ne sais pas, de conquête de la décolonisation, si on échoue un jour à obtenir ce que l'on cherche, on recommence le lendemain. Avec le climat, il y a la même chose, sauf que l'horloge tournant, les conditions dans lesquelles on va être amené à se battre vont se dégrader. Donc c'est pour ça qu'il y a effectivement une question d'urgence. Le problème est que la notion d'urgence est très chargée en philosophie politique, même en morale, et il existe aujourd'hui des gens qui considèrent que parler d'urgence nous projette dans un temps non démocratique, qui s'expose à des décisions autoritaires, verticales, et qu'en ce sens, la question climatique pourrait s'amalgamer à des questions qui relèveraient de l'angoisse sécuritaire, par exemple. Et il faut vraiment faire la part entre les deux, c'est-à-dire que prendre acte de la spécificité du temps dans lequel on est plongé aujourd'hui, ça c'est vraiment, on peut dire, un principe de réalité avec lequel on ne peut pas négocier. Parallèlement, cette urgence-là, en fait, paradoxalement, doit engendrer un nouveau rapport au temps long. Par exemple, c'est pour ça qu'on parle de planification écologique, on parle de politiques industrielles. On se donne des objectifs politiques et sociaux sur plusieurs décennies. Ça, ce n'est pas spécifique à la question climatique. Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait de la planification économique. C'était fait pour des décennies. Donc on peut dire que c'est assez coextensif à la rationalité politique moderne. Le problème est qu'aujourd'hui, il faut le faire tout en négociant avec une certaine forme d'urgence. Donc vous prenez l'exemple du Brésil, qui en même temps est le pays hôte de la COP, avec des objectifs, notamment sur le plan financier assez importants, et qui donne son feu vert à l'exploitation pétrolière. Tout en ayant, il faut le dire, limité la déforestation en Amazonie dans la dernière période. Donc ça, c'est effectivement un conflit d'horizon temporel. Le Brésil est un pays qui a besoin en fait, d'engendrer des recettes fiscales pour financer un modèle social, qui a besoin en fait, de sortir encore une partie importante de sa population de la pauvreté, purement et simplement. Et pour ça, le fait d'avoir des recettes commerciales
via le pétrole, et encore une fois, une certaine forme de principe de réalité pour le Brésil. Donc c'est un pays qui d'ailleurs est, à mon avis, un modèle important, hein, parce que c'est un pays qui, en fait, c'est comme l'Inde ou comme d'autres grands pays émergents, ils ne veulent pas admettre le dilemme entre développement et soutenabilité. Si, avec ce genre de pays, on dit la soutenabilité va se faire ce que vous appelez la soutenabilité, au détriment ce que du vous développement, appelez la soutenabilité, on peut appeler ça comme ça, les gens dans ces pays-là coupent tout de suite le micro et il n'y a plus de débat. Je pense que nous devons aussi nous poser la question. Je disais, ce que vous appelez la soutenabilité, c'est le fait que ce soit compatible avec des politiques écologiques. Oui, c'est une soutenabilité à la fois écologique et sociale, en fait. Sociale. Donc, ce sont des pays où, par exemple, les positions qu'on pourrait dire éco-modernisatrices, comme celles que je défends dans ce livre, sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus spontanément entendues qu'en Europe occidentale, où, en fait, pour une raison un peu curieuse, les questions environnementales et écologiques ont été plutôt portées par les classes favorisées, qui en fait peuvent se permettre de parler de décroissance, de sobriété, de freinage en fait, parce que parler de freinage quand on a un niveau de vie très élevé, c'est faisable. Parler de freinage quand on a plusieurs dizaines de millions de personnes qui n'ont pas suffisamment à manger, qui n'ont pas accès à des infrastructures matérielles de bonne qualité, c'est tout à fait différent. Donc, si on ne perd pas de vue le fait que pour les pays qui sont les plus peuplés et très bientôt qui seront aussi les plus émetteurs, c'est comme ça que la question se pose. Alors là, on voit bien que la question du rapport au temps prend une forme tragique, dramatique, ce qui ne veut pas dire qu'elle est insoluble, mais ce qui veut dire qu'on doit composer avec la mise à échéance que nous impose la question climatique et le prolongement nécessaire d'une orientation historique qui va vers le progrès. Ça, je crois que c'est... Enfin, il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans, je n'aurais peut-être pas dit ça. Aujourd'hui, je le dis, et je le dis en fait avec force, parce que ça va aussi avec la question de la coalition. Présenter l'impératif climatique purement et simplement comme un fardeau, comme un renoncement, comme quelque chose qui coupe court à une orientation historique progressive, en fait, c'est nécessairement un échec. C'est nécessairement un échec dans des contextes où le développement des inégalités, d'une certaine forme de gouvernement oligarchique, bouge déjà beaucoup d'horizons et amener un message de transformation profonde de la société qui pourrait sembler boucher encore plus l'horizon, en réalité est catastrophique. Ce que vous appelez, d'ailleurs, vous dites souvent la réponse vient de ce qu'on appelle les subalternes. Vous citez des auteurs indiens notamment, c'est-à-dire justement qui essayent de penser un horizon à la fois de transformation et de progrès. Alors, venons-en au cœur du livre, parce qu'au fond, il y a une grande ambition dans ce livre, vous le dites vous-même, vous dites qu'il s'agit d'avoir carrément une théorie. Vous dites il nous manque une théorie, c'est votre formule, il manque une théorie qui puisse accompagner, il manque à l'âge climatique une théorie du changement suffisamment englobante, ainsi qu'une désignation sociologique des moteurs de ce changement. Et ce livre voudrait contribuer à sa formulation. Et donc il y a une thèse centrale qui est dérangeante dans le paysage, je dirais, de la politique aérie française. Vous opposez environnement et climat. Et au fond, je le résume, puis après vous me corrigerez, vous dites au fond, l'environnement, c'est au fond ce qui est autour de moi, ce que veut dire ce mot, ce qui m'environne, et le climat, c'est autrement lourd, comme vous l'avez dit, autrement existentiel, et à se ramener à des politiques comme la politique environnementale portée par l'écologie et telle qu'elle est formulée en politique, il y a un côté NIMBY, vous reprenez cette formule anglo-saxonne, not in my backyard, donc ça ne doit pas être dans mon arrière-cour, donc voilà, je ne veux pas ici d'une mine au lithium, je ne veux pas ici d'éoliennes, enfin ce côté un peu privilégié de l'écologie. Donc est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que ça veut dire on prend comme objectif une politique du climat et non pas une politique de l'environnement? Oui, c'est assez important en effet. Alors déjà, je n'entends pas les opposer, j'entends les distinguer. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que historiquement, les questions environnementales ont été construites comme des questions en fait, d'accession à, on
peut dire, à une qualité de vie rendue possible par l'éloignement des risques environnementaux, pollution de l'air, pollution de l'eau notamment, pollution des sols. Et il se trouve que les régions du monde qui ont pu accéder à cette plus haute qualité environnementale ont très souvent été les régions les plus riches. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les régions les plus riches sont celles où on peut développer des technologies un petit peu plus propres. Aussi parce que les régions les plus riches sont celles qui ont connu une dynamique de désindustrialisation, donc qui revient à transférer les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre ailleurs, l'externalisation. Il y a aussi des phénomènes encore plus prosaïques que ça. On exporte nos déchets, par exemple. Et ça, la remarque que vous faisiez en commençant sur les pays du Sud est très juste. Les pays du Sud l'ont compris tout de suite. En 1972, lors du premier congrès sommet international sur l'environnement à Stockholm, les représentants de l'Inde, par exemple, arrivent en disant « Si la question environnementale veut dire vous continuez votre processus de modernisation qui va vers une modernisation éco-responsable pendant que nous, on en paye le prix, alors on n'achète pas. La question environnementale ne peut être qu'une question de distribution juste à l'échelle internationale des opportunités et des risques engendrés par le développement technologique et économique. » Qui était une question totalement scandaleuse, parce que si nous l'avions réellement fait, la distribution géographique de la richesse et des risques, aujourd'hui, serait totalement différente. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, les pays les plus riches, le cas type, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, il y a des pollutions, évidemment, mais par exemple, les grands lacs aux États-Unis sont beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. L'air est plus propre qu'il ne l'était il y a 50 ans. Vous dites même que pour nous, l'Europe, la France, c'est le cas aussi. L'air est moins pollué que dans les années 70. Mais ça, c'est objectif. Oui. C'est pas une manière de dire qu'il n'y a aucun risque environnemental aujourd'hui, hein, bien sûr. Évidemment, il y a une amélioration, mais là où il n'y a pas d'amélioration, ou presque pas, c'est que nous continuons à être les plus gros émetteurs par habitant de gaz à effet de serre. Et à créer des destructions, grosses à envoyer voitures, nos déchets ailleurs. Logements spacieux, et par ailleurs ce type de mécanisme-là. Donc, une situation dans laquelle on est, on peut dire, responsable ou responsabilisé sur le plan environnemental et déresponsabilisé sur le plan climatique, ça crée des divergences fondamentales. Et par ailleurs, il se trouve que la question climatique, c'est essentiellement une question d'énergie, c'est essentiellement une question d'énergie fossile. Et là, toucher à la centralité des énergies fossiles dans l'ordre socio-économique, c'est d'une magnitude et ça provoque des conséquences qui n'ont rien à voir avec les réglementations environnementales. Si vous voulez provoquer le déclin artificiel du secteur fossile qui va de l'extraction de ces ressources jusqu'à, par exemple, l'industrie automobile, vous provoquez dans votre tissu social un choc qui va affecter l'emploi, qui va affecter la fiscalité, qui va affecter le développement comparé des régions, par exemple. Et ça étire le tissu social, ça crée des mécontentements qui sont, encore une fois, d'une magnitude, et là je ne parle qu'à l'échelle nationale, parce qu'à l'échelle internationale, c'est évidemment encore pire, qui en fait est incomparable avec la question environnementale. Quand il y a c'était il y a 3 ans et demi maintenant, l'armée russe envahit l'Ukraine, l'Union européenne répond en disant on va faire d'une pierre deux coups, freiner les importations de gaz et de pétrole russe pour contribuer à l'effort climatique et pour saper l'effort de guerre russe. Là, on voit bien que dans la question énergétique et climatique résonne quelque chose qui n'aurait jamais résonné dans la question environnementale. C'est d'un autre ordre. C'est une interdépendance totale à l'échelle du monde. Donc, effectivement, la dépendance fossile, qui est en fait le phénomène central de l'organisation socio-économique de l'après-guerre. Vous avez une classe ouvrière dont les revenus dépendent de l'intensité énergétique et qui est le pivot de l'ordre social et démocratique, dans un compromis entre capital et travail, dans un compromis entre le général de Gaulle et le Parti communiste, les rentrées fiscales qui permettent de prévenir les risques via l'État-providence. Dans ce système-là, l'élément clé, c'est la coalition carbone. C'est un ouvrier en demande de droit et qui s'adresse à l'État en lui disant « je veux de la modernisation » et cette modernisation, elle a un effet, alors elle ne les annule pas, très loin de là, mais elle estompe un petit peu la conflictualité sociale en faisant plus de gagnants que de perdants. Sur le dos du reste du monde et du vivant. En partie sur le dos, ça c'est assez controversé comme idée, en partie sur le dos du reste du monde, mais massivement par contre sur le dos de la soutenabilité, de la sécurité écologique mondiale. Ça c'est évident. Cette centralité démocratique et sociale de la coalition carbone s'effondre depuis assez longtemps.
Elle s'effondre d'abord pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le climat. Parce qu'on a dit, processus d'intégration économique, globalisation, une partie de l'appareil industriel se déplace essentiellement en Asie, essentiellement en Chine. Donc, il y a déjà un premier choc qui est ressenti par la classe ouvrière européenne ou euro-américaine. Et puis un second choc s'ajoute à ce premier, donc là on est dans les années 70, choc pétrolier, intégration économique, entrée de la Chine dans l'économie mondiale, 70, 80, 90. S'ajoute un choc ultérieur qui est il faut décarboner. Pour plein de raisons, des raisons scientifiques, écologiques, stratégiques aujourd'hui. Et il se trouve que les membres, ou ceux qui restent de cette coalition fossile, s'en rendent parfaitement compte, sont tout à fait lucides de la vulnérabilité provoquée par ce nouveau choc. Autrement dit, si on le traduit dans un langage plus simple, si répondre à l'impératif climatique, ça veut dire qu'on va encore perdre nos emplois, chez Renault, chez ArcelorMittal, etc. Si ça veut dire qu'on va les perdre au bénéfice de la Chine, parce que c'est la Chine qui fait des panneaux solaires, etc., etc. Si on va les perdre parce que ce sont des élites intellectuelles parisiennes qui nous mettent sur cette voie-là, alors ça c'est la catastrophe démocratique et sociale, c'est ce qu'on est en train de vivre, honnêtement, aujourd'hui. Donc ça c'est le pouvoir de résistance de la coalition fossile, dont on trouve des éléments, en fait, dans la petite classe moyenne, pour laquelle, en plus, il est assez difficile d'entrer dans le mode de vie renouvelable, parce qu'une voiture électrique, ça coûte cher, rénovation d'une maison, ça coûte cher, etc. Et qui, par ailleurs, est instrumentalisé, on peut dire artificiellement gonflé par l'autre partie de la coalition fossile, qui sont les élites industrielles, financières, politiques, qui voient leur intérêt dans le maintien du statu quo et qui font appel à cette petite classe moyenne vulnérabilisée en leur disant « Regardez où sont vos ennemis, c'est pas nous, c'est le centre en fait, c'est moi, c'est vous. » Ce sont les gens qui vous disent « Le climat c'est important parce que, en fait, c'est important pour eux et pas pour vous. » Donc c'est comme ça que la question climatique atterrit dans la vie sociale. Elle atterrit en catastrophe, elle atterrit d'une manière, pour être honnête, qui n'a pas du tout été décrite par les militants du climat dans les années 90-2000. L'idée qui prévalait était que la question climatique était l'intérêt universel de l'humanité et que contre cet intérêt universel de l'humanité militait une petite minorité d'élites économiques, financières et industrielles, à 1% contre les 99%. Ça, c'est peut-être ça que vous voulez dire quand on dit qu'il y avait des aspects un petit peu provocateurs sur le plan politique du livre, c'est là que se trouve pas la provocation, parce que en fait c'est la réalité, c'est juste comme ça que les choses se passent. Mais c'est inconfortable, ça c'est certain. Le tissu social n'est pas bouleversé par la question climatique de la manière qu'on aurait pu l'imaginer il y a quelques années ou décennies. Tout ce que vous venez de décrire, revenons au paysage qui nous entoure, et on va voir s'il y a des moyens d'espérer, parce que cette coalition carbone, vous l'avez décrit, elle a non seulement une longue durée et une histoire de cette façon interclassiste et inter-économie d'alliance, parce qu'elle a un imaginaire. Elle a un imaginaire et qu'elle radicalise de plus en plus. Il y a un point qui est très important qu'on retrouve dans votre livre et qui était déjà présent dans votre premier livre qui était à partir de votre habilitation de recherche, Abondance et liberté, et qui est la question de la limite. Nous sommes face à un monde fini, nous avons construit l'idée de la redistribution, ce que vous décriviez, et ça pouvait être partagé par des visions capitalistes libérales comme socialistes marxistes, le progrès, la production, l'expansion, et ça allait très bien d'ailleurs avec la vision impérialiste de l'Occident et de l'Europe se projetant sur le monde. On s'étend à l'infini, et vous plaidez évidemment sur l'idée qu'il faut apprendre à la conscience des limites. Et quand je dis que ça se radicalise, dans cette avant-garde radicale de la coalition carbone qu'est le trumpisme,
avec un Peter Thiel qui décrit ceux qui ont conscience de l'urgence climatique comme l'antéchrist. Hein. Il part en croisade, c'est un de ses derniers textes, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un des premiers soutiens de Trump, il avait fondé PayPal, il avait contribué financièrement au départ à Facebook, aujourd'hui il est au cœur avec Palantir du traitement des données, de l'intelligence artificielle. Et puis, il a soutenu un drôle de type que je voudrais citer, Curtis Yarvin, qui est une sorte de blogueur informaticien autodidacte. Vous êtes philosophe, mais lui se dit, je n'ai pas besoin de me dire philosophe, je philosophe tout seul. Et en fait, le Curtis Yarvin a tout à fait, de manière cash, développé ça, cet illimitisme. Il n'y a pas de limite à mon désir, à ma puissance, à ma prédation, à ma richesse, à mon extractivité, drill, hein, j'y vais, je prends, etc. Et il dit en fait, voilà, le succès de Trump, c'est une autorité désinhibée. Il faut se comporter comme si nous avions un pouvoir illimité. Et il le dit en langage simple, tout commence quand vous entrez dans une pièce et que, grosso modo, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et de cette transgression, eh ben, ça fait peur à tout le monde, parce que les autres n'osent pas transgresser, n'osent pas bouger, ils se tiennent aux abris. Du coup, ça renvoie à un autre personnage qui est lié à tout ça, J.D. Vance, le vice-président qui se voit en futur président, qui, face aux pays européens, lors de son premier discours, a dit « il y a un nouveau shérif en ville ». Donc, je viens longuement de décrire un peu cet imaginaire violent, hein, mais qui parle à beaucoup de monde en disant pourquoi se priver, pourquoi se limiter. Ma question, sans revenir sur eux, c'est comment construire un imaginaire. Votre livre décrit des coalitions très pragmatiques. Au fond, une réponse de l'ordre du possible. On ne se paye pas de mots. On fait des alliances entre les mouvements de la société, les fonctionnaires, des industries nouvelles. On essaye, y compris la technique. Vous avez tout un discours qui ne va pas dans le sens des facilités, je dirais, de la dénonciation et des radicalités, parfois. Et ça peut vous être reproché comme étant un peu trop pragmatique, un peu trop prudent, etc. Mais en tout cas, vous l'assumez. Mais du coup, pour faire coalition, il faut un ciment, il faut un liant. Et ce liant, c'est un imaginaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu difficile. Quel est l'imaginaire qui peut recréer du commun, qui donne concrètement ce fin du monde, fin du mois? C'est le même combat. Comment le... Alors, ça, c'est peut-être c'est la question ultime, en quelque sorte. Hein. Vous avez tout le temps pour répondre. Mais il ne faut pas croire que c'est purement américain, hein, comme phénomène. Ça arrive en Europe, et ça arrive très très vite. Je pense qu'on peut l'interpréter, c'est un peu ce qu'avait fait Bruno Latour déjà dans Où atterrir, je pense qu'on peut l'interpréter comme un mécanisme de défense. Et là, j'emploie le terme quasiment Je me permets de vous interrompre parce qu'on va le citer, parce que c'est tout le propos, c'est presque son testament, pourrait-on dire, et c'est un livre vraiment formidable. Oui, je trouve que c'est son meilleur livre dans les dernières années. Il a au fond jeté tout ce qui lui tenait à cœur sous forme de thèse, et il dit, voilà, depuis les années 80, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger, mais se mettre à l'abri hors du monde. Il le décrit, il dit, au fond, c'est un monde offshore. Hein, et si l'hypothèse de ce livre est que l'on ne comprend rien aux positions politiques depuis 50 ans si l'on ne se donne pas une place centrale à la question du climat, à sa dénégation. Et cette dénégation, c'est une façon de dire rien à foutre de ce qui se passe et de l'avenir. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que moi je propose de considérer comme un axiome, hein, de compréhension de la vie politique mondiale. Donc ces réactions apocalyptiques sont des mécanismes de défense en un sens quasi psychanalytique, c'est-à-dire il y a une réalité qui est en train de s'imposer, qui est le fait que l'avenir est contraint par le carbone. Eux, ils savent au fond. Bien sûr qu'ils le savent. Et donc ils veulent se sauver eux. S'ils ne le savaient pas, ils n'essaieraient pas de s'en prémunir. Si on accepte toutes les conséquences de cette mise sous contrainte de l'avenir par le carbone, ça veut dire qu'il y a de très nombreux secteurs industriels qui doivent décliner et disparaître, avec toutes les formes d'emploi qui leur sont attachées, et évidemment avec certaines formes de vie. Pas toutes, certaines formes de vie. L'incarnation, je pense, vous parlez d'imaginaire, l'incarnation centrale de l'imaginaire fossile, c'est la voiture, avec tout ce qui l'accompagne, l'expansion urbaine. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'autre nom, en fait le nom plus courant de ce que moi j'appelle coalition fossile, c'est le Fordisme. Dans Fordisme, il y a Ford. Et donc ce monde-là, il ne disparaît pas de lui-même.
Et d'ailleurs, c'est une leçon de l'histoire. Quand on passe d'un système féodal à un système capitaliste, le système féodal résiste. Quand on passe d'un système capitaliste agraire à un capitaliste industriel, le capitalisme agraire résiste, etc. etc. Donc, ce mécanisme de résistance, en quelque sorte, il est évidemment regrettable et dramatique, mais il est, d'un point de vue on peut dire, purement sociologique, normal, dans la norme. Par contre, ça produit un effet de, en quelque sorte, d'élévation du niveau d'exigence de la réponse. C'est pour ça que ma réponse consiste à dire on ne peut pas invoquer des valeurs contre des intérêts. On ne peut pas invoquer des intérêts universels partagés contre des intérêts singuliers. Ce n'est pas possible. Il faut être beaucoup plus réaliste que ça. Donc là, le terme clé, c'est le réalisme. Par contre, c'est vrai que dans le processus de composition, d'émergence et d'autorité sociale de la coalition climat, il y a un problème. C'est celui que vous avez pointé, c'est celui de son imaginaire. Ce problème, on peut le dire de plusieurs manières, c'est-à-dire, premièrement, il a tendance à se formuler de manière négative. On ne veut plus du barbecue, on ne veut plus de la voiture, on ne veut plus de... etc. Donc ça, c'est l'idée que... on va nous empêcher de manger de la viande. Le mouvement transformateur est, en quelque sorte, une conquête des grandeurs négatives, un freinage. Ça, alors... Ce n'est pas totalement hors jeu. Hein. Il y a plein d'aspects de freinage qui sont importants, c'est ce qu'on appelle la sobriété, et je n'entends absolument pas exclure ça de l'équation. Par contre, il y a d'autres aspects de ce mouvement transformateur que, curieusement, le mouvement climat passe un petit peu trop sous silence. C'est les mouvements de transition technologique, les mouvements de conquête de l'efficacité. Par exemple, on fait aussi bien avec moins d'énergie, en évitant les phénomènes de déperdition. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre isolation, partage, transport en commun, densification urbaine, lutte contre le gaspillage. C'est monumental hein, comme conquête. Et ça passe par en partie de l'innovation technologique et pas seulement de l'innovation comportementale, si on peut dire. Donc, l'enjeu, si on veut le dire de manière un peu théorique, c'est faisons en sorte que la coalition climat, donc les acteurs de la transformation, soient capables de revendiquer pour eux-mêmes le sens de l'histoire. C'est-à-dire ne pas dire « bon, ok, l'histoire c'est fini, parce que l'histoire c'était le progrès c'est pas bon pour la planète, on arrête ». Ça c'est catastrophique. Et d'ailleurs, enfin, je me permets de le dire en tant que citoyen, c'est catastrophique de manière comme ça, normative, brutale. En tant que philosophe, je peux le dire aussi en disant nous vivons encore dans une société en quête de modernisation, d'ouverture des horizons historiques. Ça fait partie de la conscience collective, y compris et notamment de la conscience populaire. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut refermer. Il faut un horizon. Il faut un horizon positif. Positif, ça ne veut pas dire être bêtement optimiste, hein, mais qui donne quelque chose. Donc, il devrait être possible pour la coalition climat de revendiquer pour elle l'avenir. Si on écoute ces mécanismes de défense psychotiques fossiles, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la transition. C'est pas bon pour l'égalité parce que ça pénalise les pauvres. C'est pas bon pour l'intérêt national parce que ça fait décliner des industries qui nous sont vitales. C'est pas bon pour l'ordre social parce que ça met au pouvoir des élites scientifiques, alors que normalement, c'est pas les scientifiques qui décident, c'est la population. En fait, tout ça est faux. La transition va de pair avec une réduction des risques sociaux, puisque de toute façon, les filières fossiles sont condamnées à disparaître par des mécanismes d'obsolescence technologique. Donc on anticipe des risques en accélérant les conversions. C'est pas bon pour l'international. Bon, j'ai déjà parlé rapidement de la guerre en Ukraine. Pour ce qui est de l'Europe, au moins, et pas seulement, c'est absolument évident qu'il y a un enjeu de souveraineté derrière la décarbonation. Et puis, pour ce qui est de l'autorité indue qu'on mettrait entre les mains des experts et des savants, encore une fois, c'est totalement faux. Le processus de modernisation, d'émancipation, de conquête de l'égalité est concomitant d'un processus de rationalisation de l'espace public, où ce qu'on nous dit, c'est pas du tout « taisez-vous, laissez parler les savants ». Ça aussi, c'est l'aspect un peu provocateur de livre. Je pense que c'est un message catastrophique de dire « écoutez la science ». Parce que quand on dit « écoutez la science », ce que le grand public entend, c'est « taisez-vous, laissez parler les scientifiques ». Au contraire, les scientifiques ont une forme d'autorité qui leur est propre, mais elle ne se convertit pas d'elle-même en construction politique. Cette construction politique, c'est l'affaire, par exemple, typiquement des syndicats, des organisations professionnelles qui se battent pour en fait, la sécurité au travail, la durabilité de l'emploi, la qualité des contrats, qu'on devrait pouvoir trouver dans un modèle de transition, etc., etc. De transparence démocratique des choix. Voilà. Donc, tout ce que ce mouvement
ce mécanisme de défense de la coalition fossile met en œuvre dans l'espace public pour dire le climat ne peut pas exister comme une contrainte parce que c'est trop catastrophique, je pense qu'il faut l'écouter, le lister et y répondre en reprenant leurs propres arguments. Stabilité, progrès, souveraineté, mais dans un sens qui soit inclusif et intégrateur au lieu d'être extractif et inégalitaire. Mais c'est là aussi que réside le réalisme. Le grand... Je pense que c'est de ma part un héritage marxiste. Une des grandes vertus du mouvement socialiste, marxiste, est d'avoir dit il existe un groupe social qui, pour l'instant, est mis en minorité, en situation subalterne, et qui est porteur d'une transformation historique bénéfique pour l'humanité. C'est assez curieux que les mouvements émancipateurs modernes aient, peut-être pas perdus, mais se soient un petit peu éloignés de cette visée-là. Alors, je pense que nous ne sommes pas tout à fait au point où la coalition climat puisse atteindre la masse critique qu'avait atteint dans l'histoire le mouvement social, la classe ouvrière, et soit en mesure d'obtenir ce que la classe ouvrière avait obtenu. Néanmoins, je pense que c'est comme ça que le problème doit être construit, c'est-à-dire essayons de comprendre le problème climatique en référence à ces acteurs concrets, qui va le faire, et essayons de regarder quelles sont les conditions technologiques, politiques, géopolitiques favorables à cette transformation. Ce que vous développez dans les trois parties de manière très construite du livre. Mais puisque vous citez donc cet héritage de ce qu'a porté en termes de transformation politique, d'espoir et d'espérance, cet imaginaire né des luttes sociales du XIXe siècle face à l'imposition du capitalisme aujourd'hui qui a unifié la planète depuis la chute de l'Union soviétique et la conversion en termes de mode économique et de pratiques économiques. Et donc ça a marqué les 2 siècles et nous sommes dans le backlash et le moment difficile de tout ça. Vous dites qu'il faut s'en inspirer, mais il y a une dimension qui s'est traduite par beaucoup de moments tragiques, qui est la radicalité. Parce que vous dites il faut être réaliste, il faut être concret, il faut être pragmatique, vous développez, et c'est pour ça que vous parlez du rôle de l'État, du rôle des industriels, tout ce que vous développez, tout en n'ignorant pas le mouvement de la société. Quand vous voyez comment aujourd'hui ces puissances économiques qui ont intérêt à ce que ça ne change pas, quand vous voyez que Total Energy, qui est un des grands criminels climatiques, comme dit Michael Correa, qui est une des grandes puissances économiques, alors qu'on n'a pas de pétrole, mais qui est au cœur du monde, qui est donc aussi lié à un échange inégal et de domination. Ils ont été condamnés récemment par 3 organisations pour greenwashing, donc ils prétendent qu'ils transforment, mais ils ne le font pas. Il y a toute une désinformation de la part, et il y a toute une imbrication avec les élites étatiques. On voit bien que ce que, de manière caricaturale, montre Trump, mais qui existe aussi chez nous, c'est une perte d'autonomie du politique à l'égard de ses intérêts privés qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'au profit, qui ne veulent pas répartir les richesses, qui veulent s'enrichir et en profiter. Donc qu'est-ce que vous répondez à cette objection qui est de dire, mais quand même, pour changer tout ça, il faut un peu de radicalité. On ne peut pas transformer ça sans bousculer cet ordre. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne tomberont pas tout seuls. Non, ça c'est certain. Alors, je dirais qu'en fait, c'est moins une question de radicalité de la pensée qu'une question en fait de posture en tant que philosophe, en tant que chercheur. Moi, je ne considère pas que mon travail consiste à susciter l'indignation morale de mes contemporains. Et en réalité, je ne considère même pas que mon travail consiste à être le vecteur académique d'un mouvement d'opposition à quoi que ce soit. Vous pensez que ce serait une facilité? Oui, je pense que ce serait une facilité. Je pense que il y a tout un tissu... la société est consciente d'elle-même sans qu'un chercheur au CNRS ne vienne le lui dire. Oui. Donc en ça, j'ai toute confiance. J'ai aucun problème avec ça.
Je suis attentif et en soutien des mouvements qui parfois peuvent être tout à fait radicaux à l'égard de l'ordre politique et économique établi, parce qu'on a toujours besoin, en quelque sorte, enfin les révolutionnaires des mouvements progressistes est absolument nécessaire. Mais moi, je ne veux pas me construire comme quelqu'un qui veut être la voix intellectuelle de l'un ou l'autre de ces mouvements. Ce qui m'intéresse, et c'est là encore que le concept de réalisme est central, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable d'identifier dans toutes ces dimensions le processus de transformation dans lequel on est. Parce qu'il existe. Vous avez des centaines de milliers d'ingénieurs, en Asie essentiellement, en Chine, qui déposent des brevets tous les jours pour optimiser le fonctionnement des systèmes énergétiques non carbonés. Vous avez tous les jours des mouvements de protestation sociale, je pense par exemple en Inde, au Sri Lanka, de demandes d'accès à l'énergie qui font remonter leurs revendications dans l'État, qui se diffusent dans les organisations internationales. Les sociétés évoluent, les sociétés se transforment, ces messages sont soit relayés, soit niés par l'État en fonction de l'équilibre des forces politiques. Moi, j'essaie de dresser une cartographie la plus lucide possible de ces mouvements transformateurs, et la thèse centrale est que, en commençant à entrer, à mettre un pas dans un monde qui se décarbone, il y a un effet domino, un effet tache d'huile, qui va affecter des intérêts économiques, des intérêts politiques, de la conflictualité géopolitique. Ça, je l'observe, et de cette observation, j'essaie de tirer, en quelque sorte, des règles fondamentales du changement historique. Après, alors c'est curieux, parce que mon travail est de plus en plus lu et utilisé par les acteurs légitimes de l'État, par le gouvernement, en d'autres termes. Oui, il y a une contribution de hauts fonctionnaires dans le... Alors qu'il y a quelques années, Abondance et Liberté avait plutôt été lu par les mouvements critiques, plus radicaux, pour reprendre vos termes. Ça, c'est pas du tout intentionnel de ma part. Mais vous affirmez qu'en fait, vous tenez toujours les deux bouts. C'est ça que vous bien êtes entendu, en train de dire. C'est-à-dire que après, il y a un niveau d'expression qui va être un petit peu différent de celui du chercheur, mais moi, il y a des points sur lesquels je suis, on pourrait dire, très à gauche. Par exemple, ça vous concerne directement, la capacité qu'ont les détenteurs de capital privé à transformer cette richesse privée en influence publique, par rachat de presse par exemple, pour moi, c'est une contradiction totale avec les mécanismes fondamentaux de la démocratie. Donc, si ça existe... La désinformation climatique, elle est sur les chaînes Bolloré en permanence. Ça n'est qu'une conséquence secondaire, à la limite. La désinformation, en général, qu'elle soit climatique ou autre, peu importe en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'était dit en fondant des républiques démocratiques et sociales. Ça ne marche plus comme ça. Les mécanismes de préemption de la richesse par confiscation de l'immobilier, par exemple, tout ça, pour moi, c'est... Donc, vous voyez, de la radicalité, j'en ai à revendre. Le problème est que quand on essaie de construire un problème philosophique, il faut absolument se retenir de n'être que l'expression théorisée de ce qu'il y a de plus minoritaire dans la société. D'abord parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, à mon avis, moi je trouve qu'intellectuellement ça n'en a pas. Parce que je me revendique plus de Durkheim, de Marx, de Hegel, ou même d'une certaine manière de Tocqueville, de quelqu'un qui, de l'observation objectivée des mouvements sociaux tels qu'ils existent, essaie de déduire des lois de développement historique. Si je résumais votre démarche, au fond, c'est de faire une sorte de précis stratégique de comment faire levier, y compris de faiblesse, y compris dans des prises de judo par rapport à la force qu'on a en face. D'ailleurs, dans les réactions, il y a une autrice qui dans les rebonds, qui a les 4 rebonds, Léa Falco, qui, par rapport à ce que vous venez de dire, elle dit il y a plusieurs stratégies. Troisième, elle dit il y a la construction d'alternatives, il y a la posture du rapport de force, les luttes,
Sainte-Soline, les bagarres, les soulèvements de la terre, et il y a le saisissement de l'interstice. Je trouve que c'est une bonne formule par rapport à ce que vous disiez. Mais je voudrais revenir, vous y avez fait rapidement allusion, il y a pour moi une vraie découverte en termes informatiques, de la formation, découverte intellectuelle, elle est évidente, mais il y a une découverte que nous n'avons pas, à mon avis, beaucoup traitée, qui est, vous opposez deux modèles. Le modèle américain Trump, hein, celui qu'on a développé, hein, qui est vraiment qui va jusqu'au bout, y compris qui convoque dans cet imaginaire de l'illimitisme aussi un imaginaire américain, colonial, la frontière. Hein, on repousse en permanence tout ce qui dérange, y compris jusqu'à exterminer. Et vous dites, il y a un modèle alternatif qui est en train de fonctionner. Entre les deux, il y en a un qui n'est pas construit, qui est l'Europe, et on va peut-être en parler, c'est la Chine. Et là, parler d'un développement symbiotique, et vous êtes très positif, alors ce qui n'est pas sans poser problème, puisque le système est politiquement assez autoritaire, et en même temps la société fait du travail, vous expliquez comment le modèle chinois prend très au sérieux la question climatique, a un pragmatisme de politique industrielle, s'avance dans les technologies post-fossiles, une modernisation qui va avec une écologisation, la perpétuation d'une harmonie entre l'humain et la nature inscrite dans la philosophie chinoise de la modernisation. C'est-à-dire, vous dites un petit peu, mais quand même, par rapport à ceux qui critiqueraient votre pragmatisme, allez voir en Chine. Oui, alors, dans ce que vous avez lu, il y a certains des éléments de phrase qui sont ce que j'écris, et certains qui sont des citations de l'idéologie officielle chinoise. Il faut faire attention. Bien sûr. Moi, encore une fois, mon propos ne consistait pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, par contre, une chose est certaine, hein, c'est pas possible de parler transition climat sans parler de la Chine. Donc, bon, je l'ai déjà dit très rapidement, hein, c'est essentiellement là que se trouve en fait le développement de la capacité industrielle et de l'innovation technologique, qui permet en fait de faire fonctionner des machines, de faire bouger des gens, de faire tenir des infrastructures quasiment sans émettre de gaz à effet de serre. Donc, moi je suis attentif et intéressé par le discours critique consistant à dire c'est pas la technologie qui va nous sauver, et c'est pas la technologie qui va nous sauver. Par contre, on ne se sauvera pas non plus sans. C'est l'intelligence sociale de la technologie qui est en jeu là. Donc c'est un phénomène sociopolitique. Alors, la Chine est en train de faire quelque chose que la totalité de l'historiographie européenne moderne considérait comme impossible, c'est-à-dire le développement économique sans démocratisation. Hein, l'axiome de base de l'écriture de l'histoire moderne depuis 2 siècles, c'est si on s'enrichit, on va se démocratiser, parce qu'en fait, la richesse va descendre du haut vers le bas, va engendrer des demandes de justice, d'égalité, qui vont se traduire par l'émancipation. Thèse partagée par les historiens libéraux et par les marxistes. Thèse qui, en fait, était grosso modo valable jusqu'à il y a quelques années. En fait, aujourd'hui, elle est plus valable parce qu'il y a un pays qui a une trajectoire complètement divergente et qui connaît une trajectoire de développement économique mais spectaculaire. C'est-à-dire comparé à ça, la révolution industrielle européenne du XIXe siècle, c'est une plaisanterie. Hein, on est dans des ordres de grandeur qui sont largement supérieurs. Hein, on compte en centaines de millions de personnes et pas en quelques millions. Donc ça, c'est monumental. Ça va de pair avec un verrouillage du système politique. Ça n'a pas de conversion de la richesse en intégration politique et en ouverture politique. Mais, là où c'est effectivement où il faut bien le garder à l'esprit, en plus de tout ça, les plans quinquennaux chinois sont rédigés d'une manière telle que l'impératif climatique n'est jamais formulé comme tel. Oui, mais vous dites que la plupart des grands projets de développement écologique sont situés en Chine, appuyés par la capacité de recherche et de planification de l'État. Voilà, c'est de la planification. Mais quand vous lisez les documents officiels du gouvernement chinois, ce dont il est question, c'est modernisation, efficacité. Ça veut dire, en fait, moins de déperdition d'énergie, moins de déperdition de ressources, moins de pollution, moins d'encombrement, des machines qui fonctionnent mieux, plus longtemps. Donc modernisation et intégration de l'impératif. Enfin, nous on dirait de l'impératif climatique. Eux, ils disent juste, en fait, c'est en ça qu'ils sont encore assez marxistes quand même. Hein,
une étape de plus. Il ne bouge pas l'horizon du progrès. Une étape de plus dans l'histoire de la conquête par l'humanité de son autonomie via le progrès. Et ça, moi, je ne veux pas dire c'est admirable, c'est condamnable. On s'en fout complètement pour une raison très simple, c'est que la Chine est un pays beaucoup trop puissant pour être sensible à ce qu'on peut penser ou dire d'eux. Hein. Déjà, au moins, on se tranquillise un peu en ayant ça à l'esprit. Bon, par ailleurs, c'est un pays qui sera, que nous le voulions ou non, un partenaire technologique, commercial et donc politique dans les années qui viennent. Peut-être qu'un jour, nous arriverons à avoir des filières renouvelables complètement matures en Europe. Enfin, ce n'est pas demain la veille, et cet horizon a plutôt tendance à s'éloigner qu'à se rapprocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce pays? Soit on le copie, et on dit, OK, alors laissons tomber toute forme de démocratie au nom de l'impératif climatique, auquel cas je dirais non, parce que précisément, ce n'est pas l'héritage politique de l'Europe, et peut-être au-delà de l'Europe d'ailleurs. Par contre, nous avons besoin de nous poser la question si nous voulons garder la démocratie, et je pense que nous devrions le vouloir, de la façon dont doit marcher une démocratie pour accélérer le déclin de la coalition fossile et accélérer l'émergence de la coalition climat. Et le fait que la Chine ne se pose pas le problème dans ces termes-là, dans les termes de l'équilibre démocratique, ne veut pas dire que nous ne devrions pas le faire. Bien au contraire. Et d'ailleurs, quand je dis que les Chinois sont indifférents à ce qu'on peut penser d'eux, ils sont à peu près indifférents devant le fait que nous le fassions de manière autoritaire ou démocratique. Ce n'est pas leur problème, à la limite. Oui, enfin, la population, peut-être, en son fort intérieur, c'est son problème. Si un jour, les classes populaires et ouvrières chinoises décident de manifester pour leurs droits politiques et sociaux, moi, je serais le premier à être ravi. On l'a vu au moment du Covid, rappelez-vous. Hein, il y a eu des choses qui auraient pu aller dans ce sens-là. Le pouvoir a dû négocier avec une protestation Absolument. populaire. Il y a une société en Chine. J'insiste, parce que vous avez, le mot démocratie, il faut le clarifier, parce que, y compris, qui est au fond un des refrains de votre livre, qui est pas dit aussi brutalement que je le dirais, mais l'enjeu écologique, l'urgence écologique est une chose trop sérieuse pour être laissée aux écologistes professionnels. Hein, ça nous concerne, et comme vous dites tout à l'heure, c'est un horizon d'humanité qu'il s'agit de construire et de commun. C'est important parce que Laurence Tubiana vient de publier, qui était un peu l'ambassadrice française lors de la COP 21, et vient de publier une sorte de livre de bilan avec Emmanuel Guérin, qui se termine par, elle qui est plus identifiée à ce que peuvent faire les puissances étatiques, elle se tourne vers la société dans son dernier parcours avec une fondation, et elle rappelle cette conception pragmatiste de la démocratie, c'est un terme de philosophie nord-américaine trop peu partagée en France, c'est John Dewey, qui est que la démocratie, c'est une expérience de vie associée à une pratique collective. C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas l'élection, la démocratie, ce n'est pas simplement mettre un bulletin, ce n'est pas simplement avoir des représentants. Expérience de vie, pratique collective. Est-ce qu'au fond, pour créer cette coalition climat, la faire réussir, créer son rapport de force, est-ce que ce n'est pas de cela qu'il faut apprendre, comprendre qu'en fait, la recherche de raccourcis politiciens et électoraux a fait que peut-être cette dimension expérience de vie, pratique collective n'a pas été assez construite. Oui, alors moi je souscris à cette définition de la démocratie, qui est en réalité une définition qui vient de Rousseau. Hein. La démocratie, c'est une culture politique, c'est une façon de vivre, ce n'est pas simplement un mécanisme représentatif. Donc ça, c'est important. Après, si vous voulez, il se trouve que cette démocratie, celle dont nous héritons, est une démocratie sociale industrielle, donc, qui a été construite autour d'une coalition fossile. Donc le fait de se défaire de cette dépendance fossile oblige en fait à infliger une défaite à quelque chose qu'on a en nous-mêmes. Exactement, qu'on a en nous-mêmes. Maintenant, il y a des ressorts donc, technologiques. Le fait qu'aujourd'hui, on puisse faire fonctionner des machines avec des énergies renouvelables change tout. Il faut quand même en tenir compte. De la même manière que le fait d'utiliser du pétrole dans des moteurs à combustion interne avait tout changé dans le passé. Donc ça, c'est important. De là découlent des conséquences socio-économiques,
syndicale, on peut dire, hein, le relatif aux droits sociaux, au partage des risques sociaux dans la société. Okay, il existe aussi un volet, on peut dire, culturel, comportemental. Mais moi, je n'entends pas dissocier les deux. Je pense que les évolutions technologiques, les évolutions, on peut dire, morales, les évolutions institutionnelles, doivent être articulées les unes aux autres. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on cadre le débat en disant le solutionnisme technologique, c'est pas bon, ce qu'il faut, c'est de la sobriété, moi, je suis catastrophé. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de sobriété sans dispositifs technologiques innovateurs et réciproquement. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à casser. Et par ailleurs, je reviens à votre question tout à l'heure de l'imaginaire. Donc, on dit ce qui doit disparaître, c'est un imaginaire socio-culturel et politique fordiste dont la voiture est le pivot. Parce que la voiture, c'est l'usine, le salaire de l'usine, le développement urbain et le rôle pivot de l'État dans l'articulation entre tout ça. Aujourd'hui, quel pourrait être, on peut dire, le cœur de l'imaginaire social, transitionnel, compatible avec l'impératif climatique? Par exemple, ce ne sera pas une machine, hein, mais par exemple, on pourrait dire, c'est le logement. Moi, je propose de dire ça, c'est le logement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la crise climatique, mais il y a aussi la crise du logement. C'est la plus grande crise dont personne ne parle. Hein. C'est le fait que tous les gens qui aujourd'hui sont étudiants, finissent leurs études, veulent devenir adultes, en fait, sont rayés de la carte par la cooptation de la richesse par une minorité de propriétaires. Donc ça, c'est catastrophique. Ça explique l'abaissement du niveau de vie dans les jeunes générations. Et puis ça lie plein de questions, ça a des y compris le surtourisme, y compris Airbnb. Absolument, et aussi la démographie. Ça a des conséquences. La démographie, les personnes âgées qui profitent donc, de tout ça. Et le logement, c'est une question climatique monumentale. Hein. Une partie très très importante de nos émissions vient du chauffage. Hein, en gros. Et les chaudières à gaz, vous le dites, voilà. Comment transformer tout ça d'ici. Là, vous avez un croisement. C'est-à-dire que si la coalition climat ne fonctionne pas toute seule, on peut faire une coalition climat-logement. Et alors, dans les gens qui aujourd'hui, dans les 20-30 ans, quoi, hein, qui veulent trouver un emploi, fonder une famille, etc., il y a des gens qui ne votent pas, et des gens qui votent à l'extrême droite, il y a des gens qui votent un peu partout, c'est complètement éclaté comme électorat. Pourtant, c'est une coalition, mais disons que c'est une coalition, si on veut le dire à la manière à l'allemande, en soi, mais pas pour soi, c'est-à-dire qui n'a pas encore compris qu'elle avait un intérêt commun et un ennemi commun aussi, ou des ennemis communs. Donc, moi, il me semble que pour remplacer la voiture comme pivot de l'ordre social et imaginaire, c'est en fait le logement collectif de haute qualité environnementale accessible en métro, ou en bus, ou en train, comme vous voulez, ou en vélo. Et en fait, parce que ça, là-dedans, vous avez de l'infrastructure, du travail, hein, parce que ça se construit, ça s'entretient, des formes de vie. Le fait, par exemple, que cette frontière monumentale qu'on a établie dans l'histoire récente entre la vie privée et la vie publique va s'estomper, parce qu'on va plus partager, on va plus coexister, voyez, et de l'écologie. C'est intéressant parce que dans la campagne de Zoran Mamdani, il y a la question des loyers et il y a la question des transports gratuits. Il y a les deux questions concrètes, mais par ailleurs, il y a la question de la garde des enfants et par rapport aux gens qui travaillent. Mais ce que vous venez de dire, dans les contributions de rebond, Antonin Potier, qui est un économiste, dit, mais en fait, cette coalition climat, il faudrait l'appeler la coalition du mieux vivre, ou aussi, il rajoute une coalition pour la santé. C'est-à-dire, comme climat, c'est abstrait, même si beaucoup le vivent, et notamment toute la ruralité le voit, et tous les paysans le voient très très concrètement, et toutes les personnes qui voient que l'eau manque, qui voient que les arbres sont secs, qui voient tout ça, tout ça n'arrête pas de progresser sous nos yeux, sans compter les catastrophes, mais remplacé par mieux vivre et santé. Pour dire, en fait, en affrontant ça, on va mieux vivre. Alors, la logique qui est derrière ça, c'est une logique de co-bénéfice, c'est-à-dire consistant à dire, quand on se bat pour le climat, on se bat pour d'autres choses en même temps. Donc ça, c'est évidemment valide, je souscris. Le problème est que, relativement à la question de la santé, il y a une énigme. Par exemple, vous parlez des paysans, des agriculteurs, ce sont à la fois les plus touchés par les cancers professionnels, par des qualités, des dégradations environnementales. Ce sont aussi, alors pas tous, mais disons en effet de masse,
c'est un des groupes sociaux les plus adverses à la transition. Tout simplement parce qu'ils ont contracté des prêts pour financer une agriculture industrielle dont ils ne peuvent pas se défaire. Donc il y a toujours un conflit entre l'intérêt, on peut dire... immédiat. Ouais, immédiat, quasi physiologique pour la santé, et un autre aspect de la même personne qui est j'ai ce prêt, il faut que je le rembourse, je suis pieds et poings liés. Même chose, on sait aujourd'hui que ce sont les classes populaires qui consomment le plus de viande, pas spécialement parce que les classes populaires, je ne sais pas pour quelle raison physiologique, trouveraient que la viande c'est meilleur, parce que c'est un instrument de distinction sociale par rapport aux classes les plus inférieures qui ne peuvent même pas s'en payer. Donc si on leur dit arrêtez la viande, ce sera meilleur pour le climat et meilleur pour la santé, on leur dit en même temps, elles l'entendent très bien, vous n'aurez plus de moyens de distinction par rapport à d'autres groupes sociaux. Donc ça fait des effets de dissonance, de divergence, de protestation. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc l'argument de la santé, il est important, mais je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est l'argument définitif. La plupart des gens ont d'autres intérêts que leur santé. Ça peut paraître curieux, mais c'est le cas. Et l'autre aspect du problème est que présenter comme un message politique fondamental la préservation de la santé, en fait, c'est contradictoire avec ce que je disais auparavant, c'est-à-dire l'idée en fait, d'une conquête de l'histoire. Quelque chose de nouveau politiquement va se passer. On ne peut pas gagner des élections en disant aux gens vous allez être en meilleure santé. C'est pas possible, on le saurait. Donc très bien s'ils sont en meilleure santé, et ce sera le cas dans une société plus écologique et plus soutenable, donc, formidable, mais ça n'est pas un message politique en fait. La santé publique et la politique, c'est quand même deux choses assez différentes. Et dire, par exemple, c'est via la transition qu'on va vous débarrasser des fascistes, à mon avis, ça me paraît beaucoup plus puissant. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les fascistes sont dans la coalition carbone et la radicalisent jusqu'au bout dans tous ces aspects. On arrive à la fin de notre conversation. Pour montrer qu'en effet vous tenez tous les bouts, je voudrais citer ce que vous disiez à la fin d'Abondance et Liberté, hein, qui a été un peu votre premier, qui a été republié avec une postface inédite l'année dernière, hein, et qui est un livre important en plus parce qu'il a été terminé dans ce contexte où il y avait tout ce qui changeait et se bousculait, et les gilets jaunes, le Covid, vous le rappelez, hein, c'est à la fois dans l'urgence sociale et les questions très concrètes qui étaient vécues, le mouvement des gilets jaunes qui n'était pas fondamentalement un mouvement anti-écologique, qui était un mouvement sur la vie chère et notamment la question par rapport aux taxes sur l'essence, mais derrière, y compris dans les textes des gilets jaunes, on voyait bien que c'était l'idée d'un autre imaginaire, et peut-être que la politique ne s'en est pas suffisamment saisie. Et quand vous terminiez ce livre, vous dites, au fond, ce qui est le prolongement avec la coalition climat, vous répondez à vous-même. Parce que vous dites, un gouffre s'est creusé entre l'horizon ordinaire de l'action politique et l'ampleur des mutations dont nous parlent les scientifiques. Et au fond, la question à laquelle essaye de répondre la coalition climat, c'est celle-ci. Ce qui fait écran à l'émergence d'une pensée politique ajustée à la crise climatique n'est pas seulement le capitalisme et ses excès, c'est aussi la matrice industrielle et productionniste dont nous sommes les héritiers, qui nous a fait dans tout ce que nous sommes, dans toutes les idéologies, y compris opposées. Et vous dites, l'obstacle est en nous, parmi nous, dans nos lois, nos institutions, plus que dans un spectre économique surplombant que l'on pourrait confortablement dénoncer de l'extérieur. En clair, vous nous invitez à aller à penser contre nous-mêmes. Oui, parce que la transformation est de nature systémique. Elle ne prend pas la forme de l'élimination d'une petite partie nocive de la société. C'est pas comme ça que les choses se passent. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le redis encore une fois, le rôle qu'ont joué les énergies fossiles dans la formation de la démocratie sociale est tel que, puisqu'aujourd'hui c'est ça qu'il y a en jeu, c'est l'invention d'une autre démocratie sociale qui doit être notre repère, c'est-à-dire par exemple revenir à Keynes, à l'idée que l'État est le médiateur universel des circuits financiers, de l'organisation industrielle, du travail, du partage de la richesse, le tout dans un contexte d'échéance et de contrainte carbone. Alors si on dit keynésianisme vert, on peut dire « oh, ben, tout ça n'est pas très radical, ça ressemble un peu, c'est le Green Deal européen, etc. etc. » Oui,
dans la formulation officielle, parce que ça, stratégiquement, en plus, c'est bien, ça permet de conquérir les centristes. Ça permet de dire aux centristes, faites ce que vous dites. Parce que ça n'arrive pas souvent. Et en même temps, de dire à ceux qui ont un niveau d'attente plus élevé, plus critique, et peut-être aussi plus minoritaire, cette reconstruction du problème climatique comme un problème immanent à la justice sociale, on va vraiment le faire, on en a les moyens, et c'est ce que j'appelle la coalition climat, ou ce que j'avais appelé dans un autre texte, la majorité verte. C'est-à-dire, en fait, il y a un accord consensuel. Vous lisez, par exemple, les grands dignitaires européens, technocratiques, Mario Draghi, Enrico Letta, etc. Je suis prof à Sciences Po, on aime bien lire ce genre de choses. Ils vous disent ça, sauf qu'ils ne voient pas le cortège de conséquences sociales que ça induit. Nous, en quelque sorte, donc les gens qui ont peut-être une conscience plus aiguë de la valeur de l'égalité, nous disons « Ok, c'est ça que vous voulez ?» Alors là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont devoir changer. Il y a des élites qui vont devoir ne plus en être, et d'autres groupes sociaux qui n'en sont pas encore et qui vont devoir les devenir. Donc ça, ce mouvement-là, il a aujourd'hui des porte-voix qui ne sont pas des universitaires comme moi je les suis, mais moi j'essaie simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de décrire la conjoncture et les chemins stratégiques qui s'ouvrent. Alors il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Il y a l'Europe, le pacte vert européen, la place de l'Europe. D'ailleurs, le livre de Bruno Latour se termine par une sorte de foi dans l'Europe et dans l'idée que ce serait son lieu. Et puis il y a aussi votre autre livre, qui est un livre très paradoxal vers l'écologie de guerre, qui met en cause l'idée au fond que le progrès c'est la paix, parce que la paix c'est justement le productivisme, c'est l'expansionnisme, etc. Et c'est un livre qui résonne drôlement par nos temps où la guerre revient. Et je voudrais signaler ça de nos collègues de Socialterre sur l'industrie de la destruction qui accompagne toutes les guerres, comment les guerres accélèrent la catastrophe écologique. Il y a toutes sortes de démonstrations, puis une interview formidable de notre consoeur Lavrieux qui a montré comment les industries de l'armement profitent de tout ce que nous vivons. Mais voilà, il faut prendre ce livre comme un livre, j'allais dire, un atelier dont on peut s'emparer, qu'on peut essayer de rendre plus concret. Et puis, le prendre aussi comme un hommage à celui qui vous a accompagné, inspiré. C'est moi qui l'ai accompagné. Mais... Comment ? C'est plutôt moi qui l'ai accompagné, parce qu'il était là avant moi. Oui, non, mais un compagnon, il y a des compagnons, voilà, il n'y a pas d'âge, il vous accompagne toujours. Voilà. Vrai. Il est là, il est avec vous. Je parle évidemment de Bruno Latour. Et au fond, vous avez voulu répondre c'est la thèse 12 de ce livre, la preuve que l'écologisme n'est pas parvenu à définir cet acteur politique de première grandeur, le terrestre, avec assez de précision, c'est qu'il n'a pas su mobiliser à l'échelle des enjeux, prendre l'ensemble des enjeux. Et là, il y a cet acte de foi. L'écologie n'est pas le nom d'un parti, ni même d'un type de préoccupation, mais celui d'un appel à changer de direction vers le terrestre. Voilà, donc ça c'est vraiment, encore une fois, un axiome important. C'est un ferment de repolitisation de la société, qui en manque beaucoup. Alors moi, je ne m'exprime pas comme Bruno Latour en faisant des néologismes, les terrestres, etc. Parce que pour moi, c'est très important de montrer qu'il y a de la continuité dans l'histoire des mouvements sociaux, des mouvements critiques, des mouvements de reconstruction. Bruno, lui, était beaucoup plus intéressé par l'expérimentation, le florissement d'altérité. Donc, mais peu importe à la limite. Mais en tout cas, oui, vous avez choisi un extrait qui est un très très bon trait d'union entre son travail et le mien. Merci Pierre Charbonnier, lisez-le et bon, en avant parce qu'il y a le feu au lac quand même. Mediapart.